Bonjour à tous, aujourd'hui les propriétés des enzymes. Tout d'abord, je reviens sur le TP que vous aviez fait la semaine dernière, à savoir comment la carbose, un médicament, peut être utile aux patients atteints de diabète. Nous voyons ici l'amylase en liaison avec l'amidon. L'amidon donc vient se loger sur le site actif de l'amylase et entre en contact avec à la fois des acides aminés qui permettent la liaison à l'amidon et des acides aminés qui vont permettre l'hydrolyse de cet amidon. Ce deuxième modèle moléculaire nous présente la carbose en relation avec l'enzyme amylase. Nous pouvons constater que la carbose vient en relation avec l'amylase au niveau des mêmes acides aminés que l'amidon, donc les acides aminés du site actif, et on pouvait en déduire que la carbose agissait par compétition vis-à-vis du site actif de l'amylase. Donc plus il y aura de carbose dans le milieu, plus les sites actifs occupés par la carbose seront nombreux, et donc moins il y aura possibilité pour l'amylase d'hydrolyser l'amidon. Ceci va avoir comme conséquence de réduire la formation de glucose dans l'intestin et également de réduire l'entrée de glucose dans le sang et donc d'atténuer le pic de glycémie suite à un repas. Alors nous allons maintenant aborder les propriétés des enzymes et pour cela il serait plus logique que vous fassiez les TP que je vous ai mis dans le cahier de texte de l'ENT avant de consulter cette vidéo. Tout d'abord, il existe une spécificité vis-à-vis du substrat. Ici, les enzymes, nous savons, possèdent un site actif de forme complémentaire de leur substrat. Ainsi, la saccharase, qui est l'enzyme qui hydrolyse le saccharose, peut se lier à ce saccharose par complémentarité de forme et l'hydrolyser en glucose et en fructose. Cette saccharase sera incapable de faire la même chose avec le lactose puisqu'il n'y a pas complémentarité de forme et donc il n'y aura pas hydrolyse du lactose ou hydrolyse ici du maltose par cette saccharase. Donc aucune action possible parce que le substrat ne peut pas entrer en relation avec l'enzyme au niveau de son site actif. Les enzymes ont également une action spécifique sur leur substrat. On parle de spécificité d'action. Ici, nous avons un même substrat qui peut être reconnu par plusieurs enzymes, ici en vert. Chaque enzyme possède un site actif dans lequel peut se loger ce substrat. Mais chaque enzyme aura également une action différente sur ce substrat. Par exemple, la glucose 6-phosphatase va enlever le groupement phosphate du glucose 6-phosphate pour le transformer en glucose qui permettra son export. C'est-à-dire que le glucose va pouvoir sortir de la cellule et entrer dans la circulation sanguine. Au contraire, la G6PI, la glucose 6-phosphate isomérase, va transformer ce glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Et donc cela pourra être utilisé comme substrat énergétique. Ou encore la PGM1, la phosphoglucomutase 1. Cette phosphoglucomutase 1 va transformer le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate, ce qui va permettre la mise en réserve. Nous voyons donc ici que chaque enzyme agit sur le même substrat mais avec des actions différentes. Il y a donc bien spécificité d'action. Voici donc résumé les deux spécificités des enzymes, la spécificité vis-à-vis du substrat et la spécificité d'action. D'abord, spécificité de substrat, la saccharase reconnaît le saccharose, la lactase reconnaît le lactose, et ces deux enzymes ont des formes complémentaires chacune de leur substrat. Puis une spécificité d'action, la saccharase réalise une hydrolyse du saccharose, la lactase réalise également une hydrolyse, celle du lactose. Et nous avons donc des produits qui sont formés suite à l'action de l'enzyme sur son substrat. L'activité d'une enzyme peut être modifiée par les conditions de l'environnement, notamment par la température et par le pH. En effet, une enzyme possède donc une forme complémentaire de son substrat et peut se lier à ce substrat pour former un complexe enzyme-substrat, ce qui va libérer des produits. Mais si les conditions de température ou de pH ne sont pas optimales, la structure de l'enzyme est modifiée, la liaison avec le substrat ne se fait plus aussi nettement, correctement, et l'enzyme perd de son activité, voire devient complètement inactive. Nous avons ici
deux modèles moléculaires qui présentent une même protéine en bleu et en orange à deux pH différents, et on voit que la structure spatiale de la protéine n'est pas tout à fait la même. Selon le pH, les deux modèles ne sont pas superposables. Chaque enzyme possède donc un optimum de fonctionnement, un optimum de conditions externes de fonctionnement. Ici, par exemple, nous avons pour une enzyme humaine l'optimum de fonctionnement qui se situe vers 37 degrés, c'est-à-dire la température du corps humain. Mais pour des enzymes de hot spring, c'est-à-dire des enzymes thermophiles de source chaude, nous avons un optimum de température qui va se situer vers plutôt 70 degrés. Donc les enzymes de cette bactérie vont fonctionner dans le milieu dans lequel se trouve cette bactérie, c'est-à-dire dans des sources chaudes proches de 70 degrés. De la même façon, il existe des optimums de pH pour les différentes enzymes du corps humain. Par exemple, la pepsine, qui est une enzyme qui intervient dans l'estomac. Le pH de l'estomac est faible, hein, il est acide, et nous avons ici une enzyme qui a un optimum de fonctionnement pour un pH de environ 2,5, c'est-à-dire le pH qui correspond à peu près au pH de l'estomac. Au contraire, la trypsine, qui est une enzyme qui intervient, elle, dans la digestion des protéines également, mais au niveau de l'intestin, on voit que son optimum de pH se situe vers 6,5-7, c'est-à-dire vers un pH neutre, qui est le pH de l'intestin. Comme toutes les protéines, les enzymes sont codées par des gènes, et ces gènes peuvent exister sous différents allèles. Il y a donc de la variabilité au niveau des génétiques et au niveau des protéines fabriquées, des enzymes fabriquées. Mais cette variabilité est différente selon que l'on se situe dans le site actif ou que l'on se situe en dehors du site actif. Nous constatons qu'en vert, nous avons là représenté les acides aminés les plus variables, et en rouge les acides aminés qui sont les mieux conservés. Les acides aminés les mieux conservés correspondent au site actif. En effet, une mutation sur un de ces acides aminés du site actif pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'enzyme et donc causer des problèmes physiologiques à la personne qui serait détentrice de cet allèle. Ces images illustrent l'effet de mutation sur les acides aminés qui constituent le site actif d'une enzyme, l'amylase. Sur l'image en haut à gauche, nous voyons en vert donc l'amidon, le substrat, et en violet différents acides aminés du site actif. Nous avons ici à droite, sur l'image de droite, une mutation, c'est-à-dire que l'acide aminé en position 58, qui est normalement un tryptophane, a été remplacé par un acide aminé alanine dans cette même position. Quel est l'effet de cette mutation de remplacement du tryptophane par l'alanine en position 58? Eh bien, nous le voyons ici dans le tableau. Hein, l'activité de l'enzyme a été fortement réduite. Hein, si on compte l'activité d'hydrolyse de l'amidon en unités par milligramme d'enzyme, donc ce sont des unités arbitraires, nous avons donc une activité de 350 lorsqu'il y a la mutation, alors qu'elle est de 66 212 lorsqu'il n'y a pas la mutation. De la même façon, hein, ici nous avons deux autres mutations, le remplacement du tryptophane par de la leucine ou par de la tyrosine, et à chaque fois nous voyons que l'activité de l'enzyme est fortement diminuée. Donc une mutation qui intervient sur les acides aminés du site actif entraîne très souvent un dysfonctionnement de l'enzyme. Pour résumer, voici comment dans l'intestin agissent les enzymes successivement pour transformer une molécule complexe telle que l'amidon en molécules simples qui peuvent franchir la barrière intestinale. Donc l'amidon est reconnu par son enzyme spécifique, l'amylase, qui se lie à son amidon et qui va l'hydrolyser en plus ou moins gros morceaux, par exemple en petits morceaux de maltose. Ces maltoses ne peuvent pas être reconnus par l'amylase, ils sont reconnus par une autre enzyme qui est la maltase, et la maltase va à son tour hydrolyser ce maltose en plus petites molécules encore,
des molécules de glucose. À chaque fois, l'amylase, tout comme la maltase, après avoir agi sur leur substrat, redeviennent disponibles pour agir à nouveau sur le même substrat.